Au matin du 30 décembre 2015, notre autocar file sur l'autoroute vers l'Italie. Le soleil se lève sur la Méditerranée, le ciel est bleu. Bientôt, nous atteignons Gênes et bifurquons vers Milan et vers le lac et la ville de Côme que nous visiterons, hélas, sous un ciel devenu gris. Situé en Lombardie, à 45 km au nord de Milan, le lac de Côme, avec sa forme en Y et ses 140 km de tour, est l'un des plus grands lacs italiens. Il est parcouru par des bateaux à roues qui sont toujours en activité. La ville de Côme se niche sur la branche ouest de l'Y. Forte de ses 80 000 habitants, elle jouit d'un climat tempéré qui en fait une station attractive pour les Milanais. L'une de ses célébrités est le comte Alessandro Volta, inventeur de la pile voltaïque, dont la statue s'élève sur la place qui porte son nom. Les rues pittoresques témoignent du riche passé de la ville, réputée notamment pour ses soieries. Le marché de Noël égaie de ses étalages les passants emmitouflés. Mais le joyau de Côme est sa cathédrale Santa Maria Assunta. Elle est en forme de croix latine avec 3 nefs surmontées d'un dôme imposant. Commencée en 1396 sur le site d'une église romane, elle ne fut achevée qu'en 1740. La façade fut construite en 1457 avec une rosace caractéristique, surmontée d'un pinacle aux fines colonnes. Le portail de la nef principale est surmonté d'un ensemble qui représente les rois mages qui offrent leurs présents à l'enfant Jésus. Au-dessus, dans des hublots grillagés, 3 personnages intriguent les visiteurs.
De part et d'autre du portail, 2 colonnes abritent des statues de saints. Les statues de Pline l'Ancien et de Pline le Jeune encadrent également le portail principal. Le support de chacune d'elles est finement sculpté. Le portail de la nef de gauche est coiffé d'un remarquable bas-relief, lui-même surmonté d'un groupe de jeunes filles. L'intérieur, très sombre, arbore des tapisseries du XVIe siècle. Voici la coupole de la nef principale, haute de 75 mètres, qui domine le chœur, qui lui aussi est du XVIe siècle. La nef de droite possède également sa coupole. Elle est dédiée à la Vierge. De même celle de gauche. Dédiée à Jésus crucifié. Dans la nef de gauche, une crèche traditionnelle rappelle que Noël est passé. Et le fond de l'église est éclairé par une rosace où le bleu domine. Nous poursuivons notre visite au travers des rues peu animées de la ville. Jusqu'à arriver à la place San Fedele, qui s'orne d'une église du même nom. C'est une église romane édifiée au début du XIIe siècle. Le fond de l'église, de part et d'autre de l'entrée, s'orne de 2 fresques. Elle possède une belle coupole.
et un chœur où trône l'enfant Jésus. Malgré l'hiver, les géraniums s'invitent au balcon. Ce qui contraste avec la décoration de ce petit jardin. Nous voici maintenant à Milan, Plaza del Duomo, où trône en son centre la statue équestre de Victor Emmanuel II. Mais ce qui nous fascine, c'est la magnifique façade de la cathédrale néo-gothique de Milan, le Duomo. Sa construction commença en 1386 pour s'achever près de 500 ans plus tard en 1813. C'est l'une des plus hautes cathédrales du monde. Elle culmine à 108 mètres de hauteur. Le Duomo est doté de 136 flèches ornementales, toutes surmontées d'une statue en marbre blanc. Toutes, sauf la plus haute qui porte la Madonnina, statue de la Vierge en cuivre doré, qui est le symbole de la ville de Milan. Une multitude de bas-reliefs ornent ses flancs, évoquant des scènes bibliques pour la plupart. Après la Seconde Guerre mondiale, les 3 portails en bois ont été remplacés par des portails en bronze. Doté d'un sol entièrement carrelé, le Duomo fait 150 mètres de long et 92 mètres de large. Son intérieur est aussi sombre que sa façade est lumineuse. Dans le chœur, une châsse est supposée contenir un clou de la croix du Christ. La nef de droite est éclairée de magnifiques vitraux datant du XVIIe siècle.
Le grand orgue est supporté par un piédestal en marbre blanc. Derrière le chœur se dresse la statue de saint Barthélemy, l'un des 12 apôtres de Jésus, qui aurait été écorché vif en Arménie. C'est pourquoi il porte sa peau en bandoulière. Sous le chœur, la crypte abrite le tombeau de Charles Borromée, archevêque de Milan au XVIe siècle. Enfin, un immense vitrail clôture la nef centrale. À droite de la cathédrale se situe le palais ducal et à gauche la célèbre galerie Victor-Emmanuel II. Construite entre 1867 et 1878, elle est le lieu le plus important du centre de ville de Milan. Elle comporte 2 passerelles, l'une de 105 mètres et l'autre de 196 mètres, qui se croisent sous une coupole en verre où le bleu domine. Sous la coupole, des fresques évoquent l'époque de l'Empire romain. La galerie Victor-Emmanuel II constitue le passage entre la place du Duomo et la place de la Scala. Au centre de celle-ci s'élève la statue de Léonard de Vinci, qui vécut à Milan de 1493 à 1495 et participa à l'élaboration du Duomo. Bien sûr, la place est bordée par le temple de l'opéra italien, la célèbre Scala. La Scala a été construite en 1778 sur l'emplacement de l'église Santa Maria della Scala dont elle a gardé le nom. Au XIXe siècle, la plupart des œuvres de Verdi y furent créées, la Traviata, Othello, Aïda, Norma de Bellini ou Madame Butterfly de Puccini. C'est aussi le lieu où triompha Toscanini, dont le buste trône dans la galerie. Quand on pénètre dans la salle, on croirait y entendre la Tebaldi ou Maria Callas. Un musée adjacent à la Scala rassemble quelques instruments rares.
et les souvenirs des plus prestigieux compositeurs et interprètes. Mozart, Massenet, Verdi, la Malibran et Renata Tebaldi. Le premier matin de janvier 2016, un bus nous amène visiter le château Sforzesco, situé en plein centre-ville. Ce château a été construit en 1358 par Galeazzo Visconti pour défendre Milan contre les attaques de Venise. À partir de 1450, il devint la résidence des comtes Sforza, dont les effigies ornent le donjon. Durant la Renaissance, le château a attiré de nombreux artistes, dont Léonard de Vinci. Plus tard, Napoléon voulut le détruire, mais heureusement, il y renonça. Depuis 1950, le château Sforzesco abrite de nombreux musées. Passé le porche, on pénètre dans une immense cour égayée par quelques statues de marbre. Elle est suivie par une seconde cour, heureusement moins austère. Au sortir du château, on débouche sur une immense esplanade, au fond de laquelle on devine l'arc de triomphe commandé par Napoléon, mais inauguré par l'empereur d'Autriche. Notre autocar nous promène au bord des derniers canaux qui subsistent à Milan, les Navigli. Ils furent construits entre le XIIe siècle et le XVIe et servaient à la circulation des habitants et des marchandises. Ce fut sur ces canaux que furent acheminés les marbres qui ornent le Duomo. Le quartier des Navigli est aujourd'hui l'un des plus chics de Milan. Nous passons devant quelques monuments historiques avant de nous arrêter devant l'église Santa Maria del Carmine dans le quartier Brera. Cette église date du XIVe siècle et sa façade est dotée d'une superbe rosace.
voici devant le palais de Brera qui abrite la pinacothèque du même nom. C'est un palais baroque datant du XVIe siècle. Non loin de là, la statue de Francesco Hayez, peintre du XIXe siècle, s'élève dans un petit jardin. Arrivés à la rue Verdi, nous passons devant l'église San Giuseppe, église baroque du XVIIe siècle. Enfin, nous nous arrêtons au café Verdi. Il nous reste à visiter la Pinacothèque Ambrosiana, hébergée dans un palais du XVIIe siècle. On y trouve une copie de la Pietà de Michel-Ange et de nombreux autres tableaux et sculptures que malheureusement nous n'avons pas pu filmer. Au retour, nous croisons ce wagon illuminé. Notre voyage s'achève par une dernière visite à la galerie Victor-Emmanuel II. Et un dernier regard sur le Duomo et la Madonnina.